Alors donc, nous voici prêts pour la présentation de la prochaine activité sur les débats oratoires. Alors j'invite les gens du public qui sont ici au Complexe des Jardins, évidemment, dernière journée, venez assister à notre activité et vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors donc, on a le Collège Bois-de-Boulogne qui est là, on a Brébeuf. Et donc, nous en sommes maintenant à vous présenter donc cette activité sur les débats oratoires qui s'intitule l'argumentaire pour seul bagage. Alors, les cégepiens que vous voyez devant vous, de Bois-de-Boulogne et de Brébeuf, vont s'affronter sur des sujets d'intérêt juridique que Mme Linda Johnson, votre animatrice tantôt, vous expliquera plus avant. Et donc, maintenant qu'ils sont en place, est-ce que vous avez apporté votre seul bagage? Avez-vous votre seul bagage? Votre argumentaire? Parfait. Ils ont leur seul bagage. Alors, c'est parfait. Donc, j'appelle maintenant Mme Linda Johnson. Je lui cède la parole et elle invitera son membre du jury. Merci. On va tout faire ça. Alors, bonjour, merci d'être là. Alors, je me présente, Linda Johnson, comédienne, mais également porte-parole du Salon Visé Droit pour la 2e année consécutive. Et pour la prochaine heure, animatrice du débat oratoire. Alors, le 25 mars dernier, le Barreau de Montréal tenait la 26e édition de son concours de débat oratoire. C'est un concours qui a pour but d'encourager des étudiants du niveau collégial à défendre publiquement une position à l'égard d'un sujet d'actualité qui doit comporter une connotation légale et qui soulève la controverse. On aime ça. On est à la bonne place pour ça. Alors, cette 26e édition a d'ailleurs été remportée par Mademoiselle Audrey Boilly et par Monsieur Bénédicte Gauvin du Cégep Bois-de-Boulogne. Alors, devant... Brébeuf, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 2 fois Bois-de-Boulogne? J'ai dit 2 fois Bois-de-Boulogne? Les étudiants venaient de Brébeuf. Les étudiants venaient de Brébeuf. Je m'excuse aux gens de Brébeuf. Alors, donc, Audrey Boilly et Bénédicte Gauvin de Jean de Brébeuf, pardon. Alors, devant le succès que connaît année après année les débats oratoires, le comité d'organisation du Salon Visé Droit s'est dit, mais pourquoi que nous, on ne mettrait pas ça à notre programmation? Alors, ce qui fut dit fut fait. Alors, aujourd'hui, on reçoit, comme le disait Francine, le Collège Bois-de-Boulogne, qui est représenté par Amélie Bourget, Christopher Donato, et Jérémy Larante. Bonjour, bienvenue à vous et merci d'être là. On peut les applaudir, oui. Et du Collège Jean de Brébeuf, on a nos 3 représentants, donc Igor Hôtel, Sébastien Mendez et Gachène Sophie, pardon. Alors aujourd'hui, on aborde 3 sujets, comme je le mentionnais tantôt, 3 sujets d'actualité. Alors nos 3 thèmes: autoriser la présence des médias dans la salle d'audience, permettre le téléchargement et le partage de films, de musique et de jeux sur Internet, et imposer un ticket modérateur pour les soins de santé. Alors avant d'aller plus loin, je vais devoir vous présenter nos 3 membres du jury qui sont essentiels. Alors je vous j'inviterai tout d'abord le président du jury, Maître Greg Moore, également bâtonnier de Montréal, à venir me rejoindre sur la scène. Bonjour Monsieur Moore, bienvenue. Alors Monsieur Moore est admis au barreau en 2002. Il se spécialise en litige civil ainsi que sur le droit de la propriété intellectuelle. Soyez le bienvenu. Merci d'être là. Merci beaucoup. Notre 2e membre, Maître Denise Boulet. Bonjour. Vous pouvez prendre place. Alors admise au barreau en 1988, elle consacre sa pratique exclusivement au soutien et à la défense des droits des victimes d'erreurs médicales et des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. J'aimerais également souligner que l'an dernier, Maître Boulet a reçu le mérite du barreau de Montréal pour souligner son engagement et sa très grande loyauté. Alors, merci d'être là, Maître Boulet, et bienvenue à vous. Enfin, la dernière membre du jury, et non la moindre, Maître Julie Mousseau. Veuillez prendre place. Alors, admise au barreau en 1994, Maître Mousseau exerce à la direction des affaires fiscales du ministère de la Justice du Canada. Maître Mousseau est également présidente du conseil d'organisation La Justice à Bonne Mine et des débats oratoires du barreau de Montréal. Alors, bienvenue à vous également et merci d'être là.
Alors, ce débat ne saurait être ce qu'il est sans notre modératrice et teneuse de temps. Je vous la présente à l'instant, Maître Rosalie Plouffe. Alors, Maître Plouffe, est avocate depuis 2008. Elle se spécialise en droit fiscal, en plus de siéger au comité d'organisation du concours La justice à bonne mine et des débats oratoires. Alors, bienvenue à vous et je vous cède la parole, Maître Plouffe, pour nous expliquer un peu les règlements du débat. Merci beaucoup, Linda. Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, pour chacun des thèmes abordés, c'est un tirage au sort qui va déterminer la position à défendre par chaque concurrent immédiatement avant le débat. Ces derniers vont ensuite disposer tour à tour de 2 minutes consécutives pour présenter leur argumentation principale, en commençant par celui qui défend la position du pour. Par la suite, chacun disposera d'1 minute pour répliquer à l'argumentaire de l'équipe adverse. Et une fois les répliques terminées, chaque participant, en commençant par celui qui défend la position du pour, pourra adresser de façon brève une question à son adversaire et son adversaire aura 1 minute pour y répondre. Et si le temps le permet, les membres du jury pourront adresser quelques questions aux participants au débat. Alors, merci, Maître Plouffe. Alors, nous allons commencer sans plus tarder le débat. Je vous rappelle que notre premier thème est la présence de caméras dans les salles d'audience. Devrait-on autoriser la présence de caméras dans les salles d'audience? Alors, j'invite les deux concurrents à me rejoindre pour procéder au tirage. Je vous rappelle que celui qui a obtenu le plus haut pointage choisit sa position et le débat va commencer. Est-ce que nous avons... Est-ce qu'on a un gros dé ou quelque chose? Non, on n'a pas de dé. Est-ce qu'on a 25 sous? Ça, j'aime ça! Un pile face. $1, c'est encore mieux, Sylvain, merci. Alors, $1. Alors, vous devez quand même choisir un canard ou une reine. Je vais prendre la reine. Vous allez prendre la reine? Alors, vous avez le choix, vous n'avez pas le choix, vous devez prendre le huard. Alors, je vais à l'instant. Maître Plouffe? C'est la reine. C'est la reine. Vous choisissez votre position et le débat commence. Position pour. Je vais demander de rapprocher votre micro. Je pense qu'on ne vous entend pas beaucoup, Amélie. Alors, pour. Alors, allez-y. Maître Plouffe, tiens le temps. On va le laisser là, Sylvain. On te le redonne à la fin, promis. Amélie, quand tu es prête. Parfait. La justice se doit d'être transparente et accessible à tous, comme l'information qui la concerne. La justice, c'est public. Il est illogique d'exiger des gens qu'ils se déplacent en tribunal lorsqu'une cause juridique les intéresse. Même si les salles d'audience sont généralement ouvertes au public, il y a très peu de personnes qui peuvent généralement y être. On pense ici à ceux qui travaillent, ceux qui ont de jeunes enfants, aux étudiants ou aux personnes qui sont physiquement restreintes. De plus, pensons au problème de la distance. Une personne vivant à Gaspé ne peut pas nécessairement se déplacer à Montréal pour assister à un procès quelconque. Aussi, nos salles d'audience ne sont pas toutes assez grandes. Elles sont limitées dans le nombre de places. Par exemple, dans le cas de l'ex-maire de Laval, M. Vaillancourt, une salle était réservée aux journalistes parce qu'il y avait trop de monde. Certains sont donc brimés dans leur droit à l'information, une information primordiale à leur compréhension du système judiciaire. Ce problème montre aussi que la population est réellement intéressée par notre système juridique. Il y a même une émission de télévision au Québec montrant des résolutions de problèmes de nature juridique par un arbitre. Les médias sont une source de diffusion de l'information non négligeable dans notre société. Diffuser l'information, c'est leur rôle. Sans eux, il n'y aurait qu'une très faible proportion de la population qui serait informée. Et la population analyse, critique et se fait une opinion sur les décisions et procédures juridiques selon l'information qui lui est transmise. Cette information passe d'abord et avant tout par les médias. Souvent, le public ne comprend pas le verdict parce qu'il n'a pas tout vu du procès. De plus, on peut se questionner sur les raisons pour lesquelles un tribunal voudrait censurer des documents qui sont supposés être des documents publics. Comme le dit le professeur Pierre Trudel, le public a le droit de savoir tout ce qui se passe, le bon comme le moins bon. La médiatisation d'un procès garantit une bonne foi de tous les membres qui y prennent part. Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, j'invite le concurrent du contre, Igor, à présenter son argumentation. J'aimerais parler de justice. J'aimerais porter d'abord l'attention des gens que malheureusement, dans notre société, les médias ne sont pas toujours intéressés à éduquer le public. On peut assister des fois à des situations où les médias exploitent certaines tragédies privées à des fins commerciales, oui.
on voit des gens qui arrivent en cours, qui vivent un énorme malheur. Et là, les médias changent un petit peu l'information pour que le public regarde plus pour les quotas d'écoute. La publicité préjudiciaire porte inévitablement atteinte à l'équité du procès. Les victimes hésiteront à signaler les crimes de peur de paraître mal devant la caméra. Je crois qu'on devrait d'abord et avant tout servir la justice. La prise de parole est déjà assez difficile pour les gens. Je suis déjà personnellement allé à la cour. Parler devant le juge, c'est extrêmement difficile. Lorsqu'il y a une caméra, c'est encore plus difficile. On essaie de bien paraître, on essaie de dire les choses qui devraient être bien dites devant le public et non ce qu'on pense véritablement. Pourquoi rendre la chose encore plus difficile? Selon moi, la présence des caméras à la cour nuirait à la compréhension de l'affaire. Et c'est inacceptable. Qu'est-ce qui peut garantir que les gens qui vont parler devant la caméra ne changeront pas leur point de vue, que ce soit par la façon de s'exprimer, dans la forme ou dans le fond? Selon moi, en tant que société aujourd'hui, nous devrions servir la justice d'abord et avant tout. Merci. Alors, merci beaucoup. Maintenant, Amélie, pour le camp du pour, dispose d'1 minute pour répondre. Au début de votre argumentaire, vous avez parlé que les médias peuvent montrer l'information d'une façon à les favoriser. Par contre, les médias et les journalistes sont professionnels. Ils ont des règlements à suivre. Ils ne peuvent pas tout simplement écrire dans le journal quelque chose qui est faux. Ensuite, vous avez parlé du fait que quelqu'un pourrait être intimidé à parler devant un juge s'il y avait des caméras. Même dans un procès, même s'il n'y a pas de caméra, il y a déjà un public. Donc, quand quelqu'un passe devant le juge, il n'est pas nécessairement seul face à cette situation. Il y a déjà d'autres personnes qui le regardent. Merci. Maintenant, j'inviterai Igor, le concurrent du contre, à utiliser sa minute pour répliquer. Vous avez un très bon point. Les médias, les gens sont des professionnels. Par contre, l'expérience empirique démontre que la réalité est tout autre. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, on utilise des mots péjoratifs, des mots qui ne valent pas la peine d'être utilisés. Un autre sujet important, c'est les témoins vulnérables. Il y a des gens qui vivent un très grand malheur, ne veulent pas être vus dans toute la société. On ne veut pas qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Ils veulent juste oublier l'affaire. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'inviterai Amélie à poser sa question à Igor. Les débats à l'Assemblée nationale et les commissions d'enquête sont publics et on peut les voir à la télévision. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre une Assemblée nationale et justement un procès. Vous disposez d'1 minute pour répondre, Igor. L'Assemblée nationale traite de la vie publique des gens, traite de l'ensemble de la société. Par contre, lorsqu'on parle d'un procès privé, elle traite de la vie privée d'une personne. Chaque personne a le droit à sa propre vie privée et il y a là une différence très importante qu'on ne peut simplement oublier. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Igor, pour le contre, votre question à la candidate du pour. J'ai un petit peu posé juste avant, désolé. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont vécu un très grand malheur? Est-ce que c'est réellement juste que ces gens-là apparaissent devant tout le monde à la télévision? Amélie, 1 minute pour répondre. Souvent, quand il arrive justement des événements comme ça, on en parle de toute façon à la télévision ou dans les journaux, tandis que là, si on voyait vraiment ce qui se passait, ça permettrait aux gens de se faire une opinion réelle sur ce qui se passe et non pas de s'imaginer des choses encore pires que ce qui se passe réellement. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Alors, ça met fin à notre première ronde. J'aimerais savoir si nos juges, vous avez des questions ou des commentaires à émettre sur ce qu'on vient d'entendre. Moi, j'aurais une question. Oui, allez-y. Pour l'équipe du contre, puisque la vie se passe tellement dans le public maintenant, ça rejoint un peu la question par rapport à l'Assemblée nationale, tout est sur Twitter, tout est sur YouTube, tout est sur Facebook. Dans quelle mesure est-ce que c'est approprié de garder une sphère très privée dans un palais de justice, alors que tout ce qui se passe autour du palais de justice est complètement public et accessible?
Est-ce que vous voulez répondre? Je peux répondre Vous êtes à en ça. train de penser. Hein? Oui, ça. Alors, on a tout notre temps, on est ici toute la journée jusqu'à 15 heures à peu près. Prenez votre temps. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que la qualité de l'information n'est pas toujours la meilleure. Donc, est-ce que simplement parce que dans toute la société on fait quelque chose, qu'on devrait vraiment le faire dans les procès? Je pense pas. Si on fait tous une action, la loi est régie par certains principes fondamentaux et même si l'ensemble de la société n'écoute pas ces principes fondamentaux, selon nous, la Cour suprême, la Cour devrait toujours respecter les principes fondamentaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, Maître Mousseau? Ça fonctionne, oui. Est-ce que selon vous, dans tous les cas, les procès devraient être publics? C'est sûr que tous les procès ne peuvent être publics parce qu'il y en a beaucoup trop qui se passent. Moi, je crois qu'on devrait déterminer ceux qui sont diffusés et non pas selon le fait qu'ils sont plus pertinents, plus intéressants. Il faudrait peut-être en prendre un de chaque catégorie de type de procès pour pouvoir informer la population le mieux possible sur le plus de sujets possible. Alors, merci beaucoup. On est prêt à passer. Vous avez une autre question, Maître Mousseau, pardon? En fait, j'ai un commentaire. Allez-y. Je voulais donner en fait qu'est-ce qui se passait dans la réalité. La règle générale veut que les procès soient publics, mais en fait, pour les caméras, les règles de pratique limitent les caméras dans les salles de cour et la Cour suprême a déterminé que cette façon de faire était constitutionnelle. En fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est que ce qu'on voit habituellement, c'est dans les journaux ou bien à la télévision, les journalistes ont le droit d'enregistrer ce qui se passe dans les salles de cour, mais il n'y a pas de droit de... Il n'y a pas d'image comme aux États-Unis. Il n'y a pas d'image, exactement. Alors, c'est ce qui fait en sorte que dans les journaux ou à la télévision, on voit des gens qui dessinent ce qui se passe dans les tribunaux. D'accord, merci de cet éclairage et de cette précision-là. Alors, est-ce qu'on est prêt à passer à notre deuxième débat, notre deuxième thème? Alors, le deuxième thème,